Bonjour, bienvenue sur le plateau TV de Polytech Horizon pour une grande émission des innovations consacrée à la valorisation et au recyclage. Et d'ailleurs une série d'émissions ce matin qui tournent autour de la thématique déchets, puisque juste après nous parlerons d'économie circulaire avec l'ADEME et notamment Fédérec. Et puis à 11h30 nous aurons rendez-vous avec deux intervenants pour un débat, un grand débat sur les filières REP avec un bilan avec notamment Écosystème, qui est l'un des éco-organismes qui agit dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur. Donc matinée plutôt consacrée aux déchets. Mais revenons à ce qui nous préoccupe, donc la grande émission des innovations, valorisation matière, valorisation et recyclage bien évidemment. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table Serge Kimbel, qui est directeur de Morphosis. Bonjour. Bonjour. Michael Durand, qui est manager de Buller Group. Et puis notre ami Olivier Guichardaz, qui, vous le savez, est rédacteur en chef de Déchets Info, et à ses côtés, bien évidemment, Alain Delamette, le directeur des innovations de Polytech. Une question, plusieurs questions d'abord à Olivier Guichardaz. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il y a maintenant 2 ans que vous participez avec nous à la grande émission Déchets, Innovation. Qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis 2 ans dans ce domaine, sachant qu'on connaît les grands sujets, tri mécano-biologique, réorganisation des collectes, etc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bien, écoutez, on avance un peu dans tous les domaines. Il y a 2 ans, je vous avais parlé d'un mouvement qui, en schématisant un peu, va des trous, c'est-à-dire les décharges à l'ancienne mode, et des brasiers, c'est-à-dire les incinérateurs à l'ancienne, vers le tri et la valorisation. Et ce mouvement, évidemment, se poursuit pour plus de valorisation, qu'il s'agisse de valorisation matière ou énergie. On a aussi de l'innovation pour améliorer les conditions de travail, j'en parlerai un peu plus tard. En matière de valorisation matière, sans prétendre à l'exhaustivité, en matière il y a le tri optique qui est né il y a déjà quelques années, mais qui continue de progresser, notamment par exemple pour le tri des plastiques. Les fabricants de machines essayent d'affiner, par exemple, pour distinguer entre du PET de bouteille et du PET de barquette, ce qui est a priori pas évident parce que c'est quand même a priori à peu près la même résine. Il faut arriver à extraire ces nouveaux plastiques sans perte de rendement, ce qui n'est pas facile. Certains sont petits, légers, etc. Il y a aussi, pour certains modèles économiques, pour certains matériaux à recycler, des difficultés qui sont d'ordre, je dirais, technico-économique, à savoir qu'on peut recycler, mais on n'y arrive pas à un coût intéressant par rapport aux matières premières vierges. Et pour ça, les acteurs du déchet parfois ne peuvent pas agir seuls. Il y a des fois des données économiques qui leur échappent. Et dans ce domaine-là, par exemple, la fiscalité peut aider à avancer. Dans le domaine ce qu'on appelle les DEA, les déchets... Quand vous parlez, Olivier, pardon, quand vous parlez de fiscalité, vous pensez à quoi ? Que ce soit la TVA par exemple ou la TGAP. Ou la TGAP. Voilà, les industriels du déchet militent pour une TVA par exemple différenciée quand les produits ou les matériaux, soit les produits sont faits à partir de matériaux recyclés, soit les matériaux eux-mêmes sont recyclés. Voilà. Donc il y aurait quoi, une espèce de modulation de la TVA ou de la modulation TGAP par exemple, avec soit un malus, soit un bonus, plutôt un bonus pour les produits faits à partir de matériaux recyclés. Voilà. Je parlais des déchets d'éléments d'ameublement, les DEA. Une nouvelle filière. Voilà, une nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs, de REP. Il y a un programme de R&D en cours, par exemple, pour hygiéniser les matelas, ce qui n'est pas évident. On sait à peu près les recycler, mais compte tenu du produit, la phase d'hygiénisation est nécessaire. Dans le domaine de ce qu'on appelle les DDS, les déchets diffus spécifiques, le Canada recycle depuis des années les peintures, apparemment sans trop de difficultés techniques. On s'étonne un peu que ça ne soit pas fait en France. Il semble qu'il y ait un certain attentisme des acteurs là-dessus. Peut-être aussi qu'on peut aller
innover dans ce domaine-là. En clair, la difficulté, c'est celle des teintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des teintes, des peintures claires avec des résidus de peinture foncée. La chimie n'a pas résolu ce problème? Non, pas encore. C'est pareil pour les plastiques, hein, par exemple. Voilà. D'où la valeur, par exemple, du plastique, de ce qu'on appelle le PET clair, parce qu'à partir de clair, on peut faire toutes les teintes. Tout à fait. Bien sûr. Dans le domaine des VHU, les véhicules hors d'usage, plusieurs travaux sont en cours pour valoriser ce qu'on appelle les RBA, les résidus de broyage automobile, qui sont schématiquement tout ce qui n'est pas ferraille, aluminium, etc. Récemment, une société belge, Comet, a présenté un pilote permettant de faire en gros du pétrole à partir des RBA. Certains acteurs, certains observateurs du secteur doutent un peu de la faisabilité économique de la chose, mais je sais que ça travaille beaucoup. D'aucuns prétendent que ça n'est pas rentable à moins d'1 million de tonnes de gisement, ce qui fait énorme. D'autres cherchent à le faire, y compris, on en a parlé, pour des unités de 4000 tonnes par an. Voilà. Il faudra voir. Je sais que Cita, par exemple, a inauguré récemment une usine qui, alors, elle ne travaille pas à partir de RBA, mais à partir de plastique en mélange, qui refait du pétrole, effectivement. Je pense que c'est plutôt en l'occurrence, des plastiques d'emballage ou des DIB, des déchets industriels banals. Mais on rappelle que pour les VHU, il y a une échéance à 2015 de 95% pour augmenter la valorisation. De recyclage des véhicules hors d'usage. Voilà. Les fenêtres, c'est aussi une autre filière émergente. On sait recycler grosso modo tous les composants des fenêtres, le bois, le PVC, l'acier, le verre. La difficulté, c'était d'arriver à séparer, et là encore à coût intéressant, les différents composants. Paprec, par exemple, a récemment mis au point une machine à démanteler ces fenêtres pour permettre le recyclage de chacun des composants. Je peux parler aussi du plâtre, par exemple. Il y a 15 ans, ça paraissait impossible ou presque de recycler du plâtre. Et depuis quelques années, plusieurs opérateurs s'y mettent. Notamment on refait du plâtre à partir de plâtre. Notamment en Rhône-Alpes, où effectivement, il y a plusieurs initiatives très intéressantes. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe, d'autres types de valorisation qui sont en cours d'étude? Parce que c'est sûr qu'il y a tellement de boulot qu'on est déjà bien avancé, même si, comme vous le disiez, il y a quelques freins. Est-ce qu'on voit émerger d'autres idées de valorisation, d'autres process? En matière de valorisation, les professionnels savent qu'on ne peut pas avancer sur une seule jambe, c'est-à-dire viser uniquement la valorisation matière, et que la valorisation énergétique, même si sur la hiérarchie des déchets, elle est placée après, elle reste nécessaire. Donc là-dessus, il y a plusieurs travaux en cours, notamment sur la pyrogazéification, ça foisonne un peu. On peut préciser pour ceux qui... Alors la pyrogazéification, c'est une pyrolyse suivie de gazéification qui permet, à partir de matières contenant du carbone, de produire d'une part un gaz de synthèse, un syngas, et puis différents autres résidus, liquides ou solides, dont ce qu'on appelle du noir de carbone, et puis éventuellement des huiles. Voilà. Et dans ce domaine-là, donc, il y a plusieurs travaux de recherche, une coordination de plusieurs collectivités en Rhône-Alpes qui s'appelle le Sillon Alpin travaille à essayer de pyrogazéifier des combustibles solides de récupération, des CSR, et l'énergie serait utilisée pour vitrifier les mâches-fer. Donc on est sur une boucle, un projet assez global. Ils ont du mal à valoriser les mâches-fer et ils se disent que, en raison notamment des réticences des maîtres d'ouvrage, parce que le mâche-fer vient du déchet et qu'il y a une mauvaise image, entre guillemets, et ils se disent que pour contrer cet inconvénient, la vitrification qui piégerait tous les polluants, les vitrifierait, serait une voie utile. Donc ils travaillent sur ce projet-là. Cogebio de Suez Environnement travaille aussi sur la gazification de biomasse. Au-delà de la pyrogazéification, il y a aussi pas mal de travaux sur la production d'hydrogène. Par exemple, le syndicat du Tarn, Trifil, a mis en service très récemment un pilote visant à produire de l'hydrogène directement à partir de biogaz de décharge. L'hydrogène est intéressant parce que c'est un produit qui peut servir dans les piles à combustible. Voilà. Et le caractère innovant du projet de Trifil, c'est que, comme je le disais, il passerait directement, ou plus ou moins, du biogaz
à l'hydrogène. Voilà. Avec une grosse question là-dessus, c'est de savoir comment on arrivera à passer, si on y arrive, au stade industriel, hein, que ce soit pour la pyrogazéification ou pour la production d'hydrogène. Voilà. Et en matière de méthanisation, je n'ai pas identifié d'innovation flagrante, enfin en tout cas patente. Par contre, je sais que chaque opérateur travaille à améliorer les recettes de méthanisation. On s'aperçoit au fil des années que la méthanisation, ça consiste pas simplement à mettre les déchets dans un digesteur et attendre que ça se passe. Certains travaillent notamment à ensemencer les déchets avec les bonnes bactéries pour améliorer le rendement de production de biogaz. Voilà, là encore, il faudra voir comment ça marche au fil des ans. En quelques mots, Olivier, sur, on le sait, cet objectif de réduire de 50% hein, la mise en décharge en CET d'ici 2020, vous pensez qu'on peut tenir le pari ? On peut le tenir, mais ça ne sera pas facile. Très rapidement, notamment, ça passera par ce qu'on appelle un peu la valorisation mixte, c'est-à-dire arriver à partir d'un flux de déchets mélangés à extraire d'une part des matières recyclables et d'autre part un combustible pour la valorisation énergétique. Donc là encore, il y a plusieurs innovations. Il y a un projet du CIMEVAD, un syndicat du nord de la France, qui va faire sur la base d'un procédé allemand un tri mécano-biologique avec production d'une part de CSR, des combustibles solides de récupération, et d'autre part de la méthanisation en voie liquide, en phase liquide. Là encore, ça sera intéressant de voir comment la transposition de ce procédé d'Allemagne en France marchera. Bon, voilà. Il y a très rapidement encore des recherches sur l'ergonomie pour améliorer les conditions de travail des opérateurs du déchet. Dans les centres de tri, je vous avais parlé il y a 2 ans de ce que j'avais appelé à l'époque le tri tactile, ce que Veolia, qui a mis au point le procédé, appelle le tri téléopéré. En fait, ça consiste, vous savez que dans les centres de tri, l'essentiel maintenant se fait de façon mécanique, automatique, et à la fin, les opérateurs doivent quand même intervenir manuellement pour affiner le tri, faire du contrôle qualité. Et ces interventions manuelles, humaines, sont pénibles, pas très exaltantes, il faut bien le reconnaître. Et Veolia a fait en sorte de supprimer le contact entre le déchet et l'opérateur. En pratique, les déchets passent sur un convoyeur, ils sont filmés, et l'opérateur est à distance, d'où le nom de tri téléopéré. Ils sont filmés par une caméra, pas filmés par un film. Oui, ils sont filmés par une caméra, et l'opérateur à distance, devant un écran tactile, il appuie pour dire, voilà, ça, il faut l'éjecter, ça aussi, etc. Je pense que c'est ce système-là, donc je vous en avais parlé il y a 2 ans, à l'époque c'était encore un peu de la R&D, maintenant il a commencé à être mis en œuvre à Amiens, depuis quelques jours. C'est le volet social et santé au travail. Voilà, c'est le volet social. C'est très important parce qu'effectivement, c'est ce qui peut faire accélérer les choses et nous permettre peut-être d'atteindre ce fameux. Voilà. Alors sur les 50% de réduction des tonnages mis en décharge, je vous dis, ça sera compliqué. Il faudra probablement combiner tout un tas d'innovations, qu'elles soient techniques, mais aussi des innovations en termes d'organisation et des innovations fiscales probablement aussi. Merci Olivier pour ce point très complet et je vous encourage bien évidemment à vous abonner à la newsletter de Déchets Info parce que c'est toujours très complet. Olivier est quelqu'un de très organisé et effectivement qui nous parle de l'actualité des déchets dans son ensemble, quels que soient les événements. Donc Déchets Info, la lettre Déchets Info qui paraît... Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, voilà. 23 numéros par an. Allez, super. Merci beaucoup. Restez avec nous, Olivier, parce que vous pouvez apporter aussi un commentaire sur ce qu'on va dire maintenant. Alain, donc 2 entreprises mises à l'honneur dans la GE, grande émission Innovation, Valorisation Matière. Oui. Morphosis et Buller. Oui. Alors, la société Buller présente... Alors, je vais présenter rapidement la société Buller. C'est 12 000 personnes. C'est une société qui est basée en Suisse. C'est un leader mondial dans certains secteurs, notamment la minoterie. Hein. Et la société Buller a mis au point un séparateur de PET, polypropylène à fort tonnage qui permet de séparer
pour obtenir un produit PET ou polypropylène qui va jusqu'à 98% à peu près de pureté, hein, ce qui est tout à fait remarquable. Hein. Parce qu'il faut dire que maintenant, on n'imaginait pas il y a 20 ans, le déchet, c'est un cours mondial. Hein. Donc ça s'achète, avant, il y a 20 ans, on n'y pensait pas. On mettait tout ça en usine d'incinération d'ordures ménagères et basta, avec les difficultés qu'on avait. Alors, d'autre part, vous avez la société donc Morphosis qui, elle, n'est pas une multinationale, non, mais qui est une jeune société qui a été créée en 2008. Il y a 25 personnes. Et cette société a déjà des bureaux, un bureau à Madrid et un bureau à Milan. Donc, c'est déjà en passe de mondialisation. Et alors, la société Morphosis, elle s'occupe de tout ce qui est récupération de métaux par une technique dont vous parlera M. Kimball, qui permet de récupérer l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, c'est-à-dire tout ce qui a de la valeur dans les cartes que l'on a dans les systèmes, dans les D3E par exemple. Voilà. Alors, on va commencer par vous, par la plus petite, hein, puis on viendra par la multinationale juste après. Présentez-moi donc, ou présentez-nous votre innovation. Mais écoutez, nous, donc, comme vous l'avez présenté, on travaille sur l'extraction des métaux précieux. On travaille sur des produits qui sont issus des déchets électriques et électroniques. On ne peut pas traiter tous les produits issus des déchets électriques et électroniques, mais en tout cas ceux qui ont une certaine concentration en métaux précieux. On est parti du constat qu'il n'y avait pas de filière en France dans ce domaine, plutôt de gros affineurs au niveau mondial, qui utilisaient principalement la méthode pyrométallurgique et hydrométallurgique par la suite. Nous, ce qu'on a pu trouver comme process en ayant travaillé à peu près 3 ans en R&D, c'est des traitements mécaniques suivis de traitements hydrométallurgiques qui nous permettent d'extraire les métaux de façon innovante, puisque les produits et les séquençages que l'on utilise pour faire l'extraction de ces métaux se fait avec des acides plutôt faibles et des oxydants forts, ce qui se différencie de l'état de l'art, qui est généralement fait par des acides très très forts, enfin en tout cas très forte concentration, comme le nitrique et l'hydrochlorhydrique. Quand vous parlez de la phase mécanique, on peut préciser ? Oui, c'est des phases de broyage légères. C'est pas là en quoi réside notre innovation. Oui, je sais, mais c'est pour comprendre. Voilà. Effectivement, on a besoin quelque part de casser le produit, la carte électronique, les processeurs, les connectiques, puisque ces produits sont assez hétérogènes. Donc, afin d'aller chercher la matière que l'on souhaite extraire, on a besoin d'avoir une certaine surface de contact. Donc, c'est en ça que le broyage est nécessaire. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives que vous ouvre cette innovation ? Bah, écoutez, elles sont multiples. On travaille maintenant sur des pré-traitements afin de pouvoir diversifier la typologie de produits qu'on peut rentrer dans ce process. Ces différents séquençages nous permettent aujourd'hui de travailler sur un certain nombre de métaux. Ils ont été cités tout à l'heure, l'or, l'argent, le palladium et le platine, qui sont les principaux métaux précieux qu'on trouve dans les cartes électroniques et dans certains leurs composants. On travaille sur l'extraction aussi d'autres métaux, mais aujourd'hui c'est vraiment en phase très préliminaire. On parlait tout à l'heure du problème économique pour des coûts de traitement que cela représente pour extraire certaines matières. Aujourd'hui, on est effectivement confronté à cela, où les opérations et les séquençages sont très manuels pour extraire des quantités très faibles de Voilà, j'allais vous demander quel volume, on parle de quel volume à votre niveau par exemple ? Alors, on traite dans sa globalité 7000 tonnes, nous, de déchets électroniques pré-démantelés. Alors, quand vous parlez de D3E, oui. Vous avez dit pas tous les D3E. Non, lesquels alors en l'occurrence ? On travaille principalement sur les catégories informatiques et télécom. Computer, oui. Ouais. Et principalement télécom, enfin même si l'ordinateur aujourd'hui... Et smartphone et voilà, téléphone de première génération. Dans les téléphones de première génération, on trouve des choses intéressantes ? Alors, on trouvait dans les premières générations beaucoup plus de choses. Parce que d'abord, à l'époque, les cours des métaux étaient beaucoup plus faibles. Les techniques de flashage des produits étaient moins précises. Et puis les constructeurs étaient plus généreux. Ericsson, Nokia, tout voilà, ça, c'est la belle époque. Maintenant, avec les Sud-Coréens, c'est moins facile. Effectivement, avec les Asiatiques, les teneurs et concentrations sont beaucoup plus faibles. Oui. Alors vous parlez d'autres axes de recherche, on peut en savoir plus. Vous m'avez dit qu'il y avait des choses qui étaient dans la marmite. C'est très préliminaire, on travaille un peu sur les condensateurs au tantal, mais
je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et comment vous vendez votre solution là? Donc c'est vous qui êtes opérateur ou Alors vous, oui, non la première unité Mmh. de traitement a ouvert il y a très peu de temps, hein, ça fait quelques semaines que c'est opérationnel. On travaille aujourd'hui plutôt sur 2 modèles, soit le modèle de l'achat du déchet en question, c'est-à-dire qu'on va proposer une certaine gamme de prix de rachat pour des produits donnés, comme aujourd'hui beaucoup de négociants le font, et on va faire notre histoire, quelque part, l'extraction du métal et la vente de ce métal préparé derrière. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon qu'on essaye de pousser et de mettre en avant, c'est le traitement à façon, à savoir l'extraction du métal et la restitution du métal au client. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une grosse problématique d'approvisionnement en métal, d'indépendance de l'industriel par rapport à ce métal en question. Donc il est intéressant pour lui d'essayer d'avoir cette boucle qui lui permet de gérer sa matière première, d'être indépendant vis-à-vis de son sourcing et surtout d'être indépendant par rapport au cours de ces dernières, puisque comme vous pouvez le savoir, sur les métaux précieux aujourd'hui ça joue un peu du yo-yo. Voilà. Oui, alors j'en profite pour dire que j'ai vu récemment dans un article, je ne sais dans quel magazine, que Google avait fait débaucher le numéro 2 de la NASA ou l'ex-numéro 2 de la NASA pour envoyer des sondes sur les météorites pour aller chercher le platine. Et il paraît que sur une sonde qui fait 500 mètres de long, on a jusqu'à 10 fois plus de platine qu'il n'en existe, en tout cas identifié, sur Terre. Voilà. Sur le platine, ce qui est dommage, c'est qu'on voit le platine utilisé dans les pots catalytiques, alors qu'il ferait mieux de le garder pour autre chose, et que la recherche soit dirigée vers l'utilisation d'autres catalyseurs plutôt que le platine. Hein. Deuxième invité, donc merci beaucoup Serge Kimbel. Deuxième invité, Michael Durand, donc de Buller Group. Alain l'a signalé, Buller Group, c'est une très grande entreprise. Parlez-moi de votre innovation sur Polytech Horizon. Alors, pour ce qui concerne la partie innovation, en fait, elle s'articule sur 2 axes. Le premier axe, c'est pour fournir une solution complète de triage optique qui comprennent à la fois la partie triage, mais aussi toute la partie convoyage, aspiration. Ça permet à nos clients d'avoir un interlocuteur unique pour ce genre de prestations, ce qui limite les manques de communication, beaucoup de problèmes qui sont inhérents à partir du moment où dans un process de ce type, il y a de multiples interlocuteurs. Il y a des combinaisons de tri mécanique, de tri optique, et étant donné qu'aujourd'hui la source des matières premières est extrêmement variable, il faut pouvoir avoir un interlocuteur qui sache s'adapter aux besoins spécifiques du client. Oui, là, vous nous dressez typiquement le portrait d'un client qui a des critères bien particuliers et qui vous demande de relever des défis. C'est presque du sur-mesure. C'est presque du sur-mesure parce que la finalité du recyclage de la matière première est extrêmement variable en fonction des segments auxquels le produit s'adresse. Est-ce qu'on peut prendre des exemples ou un exemple? Écoutez, quand on vous parliez du PET, effectivement, la contrainte est extrêmement précise quand vous êtes dans un process bouteille à bouteille. Il faut non seulement avoir une matière recyclée d'une extrême pureté, procéder à une décontamination de la matière vierge, où Buller est aussi présent à travers des process SSP. Donc la finalité du tri est extrêmement variable. Vous prenez l'industrie du PP, PE, ici vous êtes plutôt dans le groupement des couleurs, éviter des ajouts de master batch et donc récupérer un maximum de produits de même coloris. Alain, peut-être un commentaire ou Alain ou Olivier sur cette innovation? On a fait un progrès chez Buller dans l'utilisation de nouveaux types d'éclairage, je crois. Hein. Le marron. En fait, la machine est complètement repensée avec un nouveau système d'éclairage de type LED à large bande, ce qui nous permet d'être présents sur toute la largeur du spectre visible, contrairement à des technologies anciennement LED RGB où vous aviez uniquement une partie bleu, vert, rouge pour la partie triage. Cette machine est combinée avec en plus une technologie InGaAs qui permet de la détection au niveau des rayons SWIR et NIR, proche infrarouge et onde courte infrarouge.
Et vous avez en plus, en supplément, la machine qui est directement équipée avec des technologies de détection, ce qu'on appelle profile, des détections de forme. Donc la combinaison de ces 3 techniques à l'intérieur d'une même machine vous permet d'avoir de multiples critères qui permettent une sélection des matériaux. Les technologies InGaAs, à elles seules, permettent de séparer certains polymères. Olivier, je voudrais justement qu'on profite de cette émission et de ce dont on vient de parler à l'instant pour faire peut-être un point sur, je dirais, les forces et faiblesses des Français dans ce domaine. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a des événements récents qui nous ont montré, sans citer de nom, hein, qui nous ont montré qu'il était très difficile d'aller sur tous les marchés parce qu'il y avait du monde. On en est où là? Vous parlez en matière de tri optique ou tri optique, oui. En matière de tri optique, effectivement, je pense qu'il y a du monde qui arrive parce que j'ai vu pas plus tard qu'hier un autre opérateur allemand qui essaye d'entrer sur le marché avec des machines de tri optique. Mais je pense que la concurrence est intéressante parce qu'elle permet de dynamiser le marché. Je pense que les clients s'en plaignent pas forcément. Ils peuvent d'abord avoir un panel de solutions techniques plus large à leur disposition et puis aussi des prix intéressants qui permettent en même temps à tout le monde de vivre. Oui, enfin, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, le traitement des déchets, c'est une chaîne, que ce soit effectivement dans une unité de méthanisation, où on peut effectivement fabriquer des process, dans le tri optique. Bon, et je voulais juste savoir si effectivement les Français étaient très attaqués sur leur propre marché, bien sûr, parce que là je parle vraiment du marché français. Hein. Très attaqués, je ne sais pas. Il y a un opérateur français, Pélingue pour ne pas le citer, Pélingue ST. Il doit composer avec les autres. Ouais, d'accord. Bon, voilà. C'est une approche tout à fait libérale d'Olivier Guichardaz qui dit que la concurrence est une bonne chose. Encore un mot peut-être sur les prochains développements de Buller. Alors, sur les prochains développements de Buller, ce serait présomptueux de ma part de les annoncer ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 20% de l'effectif uniquement pour la partie triage optique qui est aujourd'hui en recherche et développement. Et c'est notre présence mondiale et notre compréhension des marchés et du secteur du recyclage en particulier qui nous permettra de mieux appréhender quelles sont les attentes futures. Aujourd'hui, on développe surtout des équipements de très haute capacité. Il y a encore 4 ans, les recyclages, par exemple en PET, nous étaient limités à des tonnages qui allaient jusqu'à 3 tonneurs. Aujourd'hui, nous présentons des innovations jusqu'à 7 tonneurs sur ce type d'application. Donc voilà, il y a effectivement... Quand on voit la constance aujourd'hui du recyclage, on est tous conscients que le plastique est une des principales sources de déchets dans le monde. Et une entreprise dont le motto est Innovation for a Better World, innovation pour un monde meilleur, est nécessairement intéressée à participer à ce développement. Eh bien, merci messieurs pour avoir participé à cette émission. Alors, je voudrais tout simplement, avant de conclure, vous proposer un petit film qui nous a été amené par IOL. IOL qui construit et exploite des unités de valorisation de déchets dans le secteur public et privé d'ailleurs. Et en fait, IOL est un référent en matière de CSR, de combustible solide de récupération. IOL est un ensemblier qui produit des installations clés en main. Le président d'IOL, Frédéric Capéroute, devait être avec nous, mais pour des raisons X et Y, il n'a pas pu venir. Et je voudrais vous montrer tout simplement quelques images de IOL qui est présent ici sur Polytech Horizon. Regardez, on se retrouve juste après. Il n'y a pas si longtemps, pour se débarrasser des déchets, ça donnait ça. Pour extraire les matières premières, ça donnait ça. Dans le sud de la France, juste sous le soleil et les palmiers, les équipes IOL se sont mises à travailler. Elles ont créé Azureo. Chaque élément est conçu pour apporter le meilleur rendement. Chaque personne qui y travaille emploie toute son énergie et son savoir-faire pour perfectionner ses outils évolutifs. Chaque idée, chaque test, chaque infime détail, accumulés les uns aux autres, font qu'Azureo dépasse largement les prévisions les plus optimistes, tout en proposant des solutions satisfaisantes et naturelles.
Ainsi, la persévérance de ces alchimistes modernes débouche sur une source d'énergie de proximité intarissable, là où d'autres ne voient que des déchets. Et comme tous ceux qui aiment leur métier, ils ont à cœur d'en transmettre les valeurs pour que chaque élément mérite toute notre considération. Vous pensez que ce n'est qu'une jolie histoire? Pourtant, ce n'est pas un conte provençal. C'est Azuréo. Iol. Redonnons vie aux déchets. Et oui, il a bien changé le temps où on allait à la décharge du coin pour jeter ses ordures et ses vieux canapés. Alors évidemment, c'est un film et ils ont l'honnêteté effectivement de prendre un peu de recul à la fin en disant vous pensez que c'est une belle histoire, mais c'est vrai que tout ça est réel. Il y a un monde réel du déchet avec bien évidemment ces belles histoires, mais aussi pour certains des problématiques de concurrence, de marché, pour le travailleur aussi. Quelquefois des conditions difficiles, mais Olivier nous disait tout à l'heure qu'on essaie d'améliorer les conditions de travail dans les centres de tri. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur effectivement cette émission consacrée à la valorisation matière, valorisation et recyclage. On va se retrouver dans une petite vingtaine de minutes sur le plateau pour une nouvelle émission. Merci à vous et à tout de suite.